CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. On se retrouve en ce mercredi 14 février 19h30 pour une nouvelle édition de CRIF Mag. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir le rabbin Moshe Lewin que vous retrouverez le 22 février à la Place aux Huiles, au 22 Place aux Huiles exactement, sous l'invitation de la loge Louis Kahn de la Bnei Brit pour présenter son dernier livre. On se retrouve dans le cadre de l'émission de CRIF Mag en compagnie de Moshe Lewin. Moshe Lewin, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes rabbin, vous avez été porte-parole, je vais bien sûr vous présenter, porte-parole du grand rabbin de France Gilles Bernheim jusqu'en 2013. Vous êtes directeur exécutif de la conférence des rabbins européens. Vous êtes aussi conseiller à l'heure actuelle spécial du grand rabbin de France, Chaim Corser. Et on aura le plaisir de vous retrouver à Marseille le jeudi 22 février à 19h30 sous l'invitation de la Bnei Brit, exactement de la loge Louis Kahn, pour présenter votre livre « Des Juifs engagés dans la nation, l'histoire de l'aumônerie israélite des armées aux éditions Transmettre », un prix quand même qui, en 2017, a eu le prix de l'œuvre engagée dans le cadre du prix Edgar Faure. Alors dites-moi, c'est tout juste ce que j'ai dit ou je m'égare un peu? Un petit détail. Je suis plus directeur exécutif de la conférence des rabbins européens, j'ai été élu vice-président. Ah, excusez-moi. Voilà, donc, vous êtes... Alors, en plus, vous montez de grade. Excusez-moi, autant pour moi, Monsieur Lewin. Alors, on va parler bien évidemment de votre venue à Marseille, de votre livre, de tout le travail que vous effectuez. Mais là, quand même, on va démarrer par quelque chose d'original, puisque l'interview se fait en direct d'Afrique du Sud. Mais que faites-vous en Afrique du Sud, Moshe Lewin? Bien, je suis également rabbin de la communauté du Rhinci, une belle communauté en région parisienne, où au Shabbat, nous avons plus de 250 personnes aux offices du Shabbat matin, donc c'est vraiment une belle communauté. Et puis, quand vous avez une communauté importante, il faut y mettre de la cohésion. Pourquoi? Parce que je me suis souvent aperçu que les gens s'assiedent les uns à côté des autres, ils parlent un petit peu, ne se connaissent pas. Et l'idée était d'organiser chaque année, nous le faisons depuis de nombreuses années, un voyage communautaire à l'étranger, dans une partie du monde où ils ne seraient pas allés seuls. Donc en général, on prend une quarantaine de personnes, on amène. L'année dernière, nous étions en Argentine et au sud d'Iguazu, Brésil-Argentine. Et cette année, c'était l'Afrique du Sud, qui est un pays magnifique, et où il y a d'une part du tourisme, on va dire, mais il y a également une rencontre avec la communauté juive. On a rencontré le rabbin, les différents rabbins, au Cap. Nous sommes allés à Cape Town. C'est beaucoup plus beau pour le tourisme. Et une rencontre, ça permet de voir d'autres communautés. On pense souvent en France qu'on est les meilleurs dans tout. Mais je vais vous donner un exemple. L'Afrique du Sud, c'est 60 000 personnes. 45 000 à Johannesburg et 15 000 au Cap. Donc 60 000 personnes, on va dire à peu près 10 fois moins nombreux qu'en France. Mmh. Eh bien, en Afrique du Sud, vous n'avez pas la casse-route d'un tel et d'un tel et d'un tel où le juif ne sait pas si celui-là est meilleur, moins bon, etc. On a une surenchère de casse-route. Vous n'avez aucun nom sur tous les produits cachers. Vous avez juste le Beddin, un logo du Beddin, un peu comme les Américains avec le OU. Et vous pouvez aller dans n'importe quel supermarché, vous trouverez des produits. Vous pouvez aller au supermarché, vous trouverez du fromage cacher. Vous pouvez aller... Et donc, c'est-à-dire aussi que c'est au même prix que pour tout le monde. On n'a pas une taxe supplémentaire. Je ne parle bien sûr pas de la viande, mais vous trouvez tous ces produits. Et on voit qu'ils sont arrivés à structurer quelque chose de beaucoup mieux qu'en France. Mais c'est un exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont assez impressionnantes. Excusez-moi, monsieur Lewin, je vous coupe. Quand vous parlez de cet exemple qui est basique, c'est quand même assez important parce que c'est un des signes de l'intégration, d'être mélangé dans tout et de retrouver ce qu'on a besoin. C'est quand même une démarche totalement différente que celle qu'il y a en France, de cloisonner. Oui, et puis, au-delà du prix, oui, effectivement, c'est bien d'aller dans un supermarché. Vous trouvez les produits que vous avez besoin en prenant des produits cachers. C'est quelque chose de significatif. Pour moi, c'est important. Et pour le consommateur, c'est aussi important. Mmh. Mais Marseille a participé cette année pour la première fois au Shabbat mondial. Je suis également le coordinateur pour le Shabbat mondial en France. Oui. Eh bien, l'initiative est partie du grand rabbin d'Afrique du Sud. C'est lui qui mène avec des équipes extraordinaires ce projet depuis l'Afrique du Sud et qui a rassemblé plus d'1 million de personnes cette année. Donc voilà, l'Afrique du Sud est un petit pays intéressant au-delà des aspects politiques qui ne sont pas simples dans les relations avec Israël notamment, parce que les Palestiniens ont eu
ont employé un terme qui résonne en Afrique du Sud, c'est le terme d'apartheid, et donc ont beaucoup véhiculé ce terme qui résonne très fort ici. Donc, avec Israël, c'est compliqué. Avec la communauté juive vit plutôt bien, c'est ce que nous avons constaté, avec ces structures et des écoles juives. Il faut savoir que 80% des enfants sont scolarisés en école juive, ce qui est énorme par rapport à la France. Voilà, donc on a une belle communauté. Moshe Lewin, quand vous dites que votre communauté, l'endroit où vous êtes rabbin à Ainsi, on le voit, donc c'est assez important quand même, puisque si à chaque office vous avez 250 personnes, c'est assez important. Pas chaque office, le Shabbat. Le Shabbat, pardon, excusez-moi. Dites-moi, quand vous créez ce genre de voyage, c'est pourquoi ? Pour donner une synergie supplémentaire, l'appartenance à une communauté, créer un lien entre les gens qui peut-être se retrouvent tous les Shabbats, mais qui forcément peut-être ne se parlent pas ? Oui, non seulement ne se parle pas, mais quand vous avez beaucoup de monde dans la synagogue, il y a forcément, on va dire, des affinités ou des clans qui se font. Mmh. Par contre, quand vous leur faites partager une expérience au bout du monde, eh bien l'amitié, elle est beaucoup plus forte. Et ils reviennent pas pareil. Et c'est quelque chose que je vis chaque année avec les groupes. Il y a toujours des nouveaux qui viennent, qui intègrent, etc. C'est pas les mêmes, mais ils ont partagé quelque chose, c'est extraordinaire. Et ils ne seraient jamais venus seuls. Donc il y a un lien très fort qui se fait. Ils continuent à se voir également à notre retour. Dites-moi, Monsieur Lewin, je sais que vous êtes un fervent partisan du dialogue interreligieux. En 2018, ça donne quoi le dialogue interreligieux ? Il existe encore ? Est-ce qu'il... Il existe. Oui. Il existe. Nous avons la chance d'avoir des dirigeants en France qui sont... on va dire, la France a toujours été pionnière dans ce domaine, avec Jules Isaac, etc. C'était vraiment la France à apporter quelque chose de fondamental dans le dialogue interreligieux. En 2010, j'étais à l'origine de la création de quelque chose qui s'appelle la conférence des responsables de culte en France, qui fonctionne. C'est deux des plus hauts dirigeants de la communauté juive qui rencontrent les autres dirigeants, de par religion, tous les 3 mois à titre informel. À l'origine, c'était très simple. Je représentais le Grand Rabbin de France à un petit déjeuner chez un ministre, et je dis aux autres responsables nationaux des religions, je leur dis chaque fois qu'on est invité par l'État, et c'est là qu'on doit se rencontrer. Est-ce qu'on n'est pas capable de se rencontrer sans que ce soit l'État qui nous y encourage ? Et de là était née cette idée. Donc on a eu quelque chose de fort. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai conduit une délégation avec mon président, le grand rabbin Goldschmidt, qui est président de la conférence des rabbins européens, une délégation en 2015 pour marquer les 50 ans de Nostra Aetate, qui a été un texte fondamental qui a révolutionné les relations entre le christianisme et le judaïsme. J'ai voulu qu'il y ait une délégation composée du Grand Rabbin de France, du Grand Rabbin de Belgique, etc., de Bruxelles, qui rencontre le pape officiellement. Et donc on a eu cette première rencontre, c'était la première rencontre entre la conférence des rabbins européens et un pape quel qu'il soit, depuis plus de 60 ans que cette conférence existe. Donc il y a eu des gestes forts. Et les responsables religieux, on a eu encore récemment un texte des protestants qui a été magnifique, un pacte de fraternité dans les cadres des 500 ans de la Réforme, qui a été un texte fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'on ne peut construire l'avenir que si on parle de l'histoire. On ne peut pas construire l'avenir sans parler de l'histoire. Alors, est-ce que ce serait la présence du passé qui serait importante ? Le passé est important pour construire l'avenir. Mmh. Mais je vais vous donner un exemple. Chez les protestants, vous avez Calvin qui n'a pas posé de problème, qui est plutôt proche du judaïsme, on va dire, mais vous avez Luther qui est un antisémite notoire. Et donc, il fallait en parler et construire ce pacte de fraternité à partir d'un nouveau texte qui a été important à la Fédération nationale, donc la Fédération protestante de France, avec une réponse du Grand Rabbin de France, ils ont fait un repas cachette, ils ont invité la chorale de la Grande Synagogue de la Victoire. Donc, des gestes forts. Je pense qu'on a besoin de symboles aujourd'hui pour construire quelque chose. Alors, le dialogue fonctionne.
Alors, Moshe Lewin, eh bien, nous aurons le plaisir, comme je le disais en début de cette interview, de vous retrouver à Marseille, de vous recevoir, ou plutôt, c'est la Bnébrite et notamment la loge Louis Kahn qui vous recevra le jeudi 22 février à 19h30 dans leur local au 22 Place aux Huiles pour présenter votre livre « Des Juifs engagés dans la nation, l'histoire de l'aumônerie israélite des armées » que l'on retrouve aux éditions Transmettre, avec une préface quand même signée par le grand rabbin de France, à savoir Chaim Corsia, dont vous êtes son conseiller spécial. Alors, ça veut dire quoi quand on est conseiller spécial du grand rabbin de France? C'est-à-dire qu'on travaille dans son cabinet, qu'on aide sur des projets, sur des projets, sur du quotidien, sur des problématiques qui se posent. Quand on est grand rabbin de France, il y a une multitude de questions qui se posent. Voilà, récemment, le président Macron a décidé d'engager la nation dans la réforme des lois, la révision des lois de bioéthique. Ça veut dire que j'ai travaillé avec le Grand Rabbin de France pour construire un groupe de travail composé du professeur Amezen, qui était l'ancien président du Conseil consultatif national d'éthique, de personnalités diverses qui sont liées à l'éthique pour pouvoir travailler avec le Grand Rabbin de France et que ce ne soit pas simplement le fruit de ses connaissances, mais que ce soit des connaissances partagées qui permettent de donner la position du judaïsme face à cette révision des lois de bioéthique. C'est un détail, mais il y en a tous les jours. Vous savez, le Rabbin de France, grâce à Dieu, en plus de cela, est venu à Marseille plusieurs fois, mais et beaucoup en province, même dans des petites communautés qui n'ont jamais vu le Grand Rabbin de France. Et il y passe des fois des Shabbatot. Il veut rester avec eux. Il dit à Paris, on n'a pas besoin de moi. Il y a suffisamment de rabbins. Mais en province, on a souvent besoin de moi. Donc, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Pour les déplacements, il y a un peu de travail. Heureusement, il y a une équipe formidable qui travaille à ses côtés. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être son conseiller spécial. Alors, je le disais, donc, dans votre livre, Des Juifs engagés dans la nation, vous nous parlez de l'aumônerie militaire israélite depuis sa création jusqu'à nos jours. Quel est le rôle de cette aumônerie militaire ? Alors, justement, le but de mon ouvrage était de faire connaître ce qui ne l'est pas du tout. Demander le travail d'un aumônier militaire à quelqu'un de la communauté juive, très peu de personnes vous répondront. Tout simplement parce que d'abord, c'est l'armée, qu'on appelle la grande muette, donc on ne parle pas beaucoup. Ensuite, les aumôniers sont souvent très modestes. Et dans l'histoire, n'ont pas toujours voulu se mettre en avant. Donc on fait des choses. Et ce que j'ai voulu montrer à travers cet ouvrage, c'est qu'ils ont souvent fait beaucoup plus que ce qu'était leur mission. Je vais vous prendre un exemple. Pendant la campagne de Suez, lorsque Israël était, bien sûr, à la guerre avec l'Égypte, la France était engagée à envoyer un bâtiment militaire avec un aumônier qui s'appelait Marcel Khalifa. Cet aumônier va se retrouver, va prendre contact avec la communauté juive égyptienne, va les aider à tel point qu'il va reprendre sur le bâtiment militaire les rouleaux de Torah, tous les objets de culte qu'il va les ramener et il va les sauver. La communauté juive, il va les aider à tel point que la communauté dira c'était quelque chose de risqué, prendre contact avec les Égyptiens et la communauté juive égyptienne, c'était risqué. Et les responsables de l'époque vont dire on a été beaucoup plus aidés par cet aumônier que par le consulat britannique ou autre chose. Donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ça, personne ne l'obligeait, puisque le rôle d'un aumônier, il est double. D'une part, de s'assurer, vous savez, lorsqu'on envoie des militaires en opération extérieure, souvent les barrières des valeurs peuvent disparaître. Et il appartient de donner ce réconfort spirituel dans des moments qui sont difficiles. Je le sais, j'étais moi-même sur un crash d'un avion militaire en 2007, où on a perdu 8 militaires, 7 Français et un Canadien. J'étais en Égypte une semaine pour l'identification des victimes avec l'équipe de la gendarmerie. Et je sais que c'est des temps extrêmement difficiles. Et le combat, c'est aussi des temps où on peut perdre ses repères. Donc l'aumônier a aussi ce rôle de réconfort, de répondre au spirituel des militaires qui le demandent. Mais il a aussi un conseil au commandement. C'est aussi son rôle. Il doit conseiller le commandement lorsqu'il le souhaite. Et le commandement est souvent très heureux d'avoir l'apport des différentes religions, puisqu'il y a aujourd'hui 4 aumôneries, catholiques, protestantes, musulmanes et israélites. Donc ces 4 aumôniers apportent
au chef d'état-major dans son commandement, non pas sur l'aspect stratégique, mais sur des éléments qui sont importants par rapport aux hommes qu'il commande. Alors à côté c'est un peu le but. À côté de ça, Moshe Lewin, vous le dites dans votre livre, quand on parle des aumôniers, c'est vrai qu'on connaît mal leur travail, peu de personnes le savent. Dans les années 40, ils sont même entrés dans la résistance. Ils sont entrés dans la résistance, beaucoup ont été tués. En proportion, le nombre d'aumôniers qui ont été tués est très important. C'est le corps le plus touché avec les médecins. Mmh. Et, alors, il y a eu des symboles forts. La Première Guerre mondiale, avec le grand rabbin Abraham Bloch, dont les gens d'où pas, on rappelle qu'il a été sollicité par un mourant. Il faut dire qu'à l'époque, les tenues des aumôniers étaient très ressemblantes avec celles d'un prêtre avec sa soutane. Et un mourant lui demande une croix. Il va au village, il revient, il ramène la croix à ce mourant. Et il est aussi touché par un obus et ils meurent tous les deux. Donc il y a eu le symbole de fraternité qu'on a retrouvé dans la Première Guerre mondiale, qui était le temps de la création de l'aumônerie en termes de structure, même si elle a existé avant. Mais c'est là que les aumôniers des différentes religions, on parlait tout à l'heure du lien des relations interreligieuses, ont appris à se connaître, à tel point qu'Edmond Sleig disait, puisqu'il a écrit une pièce de théâtre, dans cette pièce de théâtre, il rappelle ce que les aumôniers disaient, fasse que la guerre se termine, disparaisse, mais que notre amitié perdure. Donc ils ont appris à se connaître dans les tranchées. Par la suite, la Seconde Guerre mondiale, c'était un peu autre chose. Il a fallu, les aumôniers sont allés dans les camps, l'aumônier Capelle, etc. Il y avait des aumôneries des camps, le grand rabbin Chili. On a des aumôniers exceptionnels qui sont rentrés dans les camps en France, le camp de Gurs ou autre, et qui ont fait ce travail de mesurer la situation des Juifs et d'essayer d'apporter de l'aide à ces Juifs qui étaient internés dans les camps. Donc un travail qu'on ne parle pas, dont on ne parle pas. Et les historiens, et c'était un peu l'idée, n'ont jamais écrit sur l'aumônerie israélite des armées. Il y a eu des notices qui ont été, mais jamais un ouvrage, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu. Il faut rappeler que je suis également aumônier. Je suis aumônier national de la gendarmerie, et donc à ce titre, je connais bien de l'intérieur notre fonctionnement, et puis j'avais la capacité d'avoir des accès assez faciles aux archives, ce qui était doublement important pour la constitution d'un ouvrage. Alors Moshe Lewin, avant de se quitter, pour vous, être juif en France en 2018, c'est quoi? Être juif, c'est une double fidélité. C'est une fidélité à la France et c'est une fidélité à ses convictions religieuses. Et c'est cette double fidélité qui fonctionne parce qu'on a la chance extraordinaire d'avoir en France ce que beaucoup de pays européens ne comprennent pas, ou dans le monde, la laïcité. La laïcité, c'est pas l'exclusion des religions. La laïcité, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas une religion dominante et qui permet ce dialogue entre les religions au même niveau. Vous savez, j'étais un jour au Danemark à l'invitation de l'OTAN et la reine était présente à un repas et je vois le grand rabbin du Danemark à une autre table que celle de la reine alors que le pasteur était à la table avec la reine. Ça aurait été quelque chose d'impensable. C'est-à-dire qu'on crée un niveau de religion différent en termes de valeurs vis-à-vis de la société. Nous, en France, on a toutes les religions représentées au même niveau et ça permet ce dialogue fécond qui existe aujourd'hui. Donc, ce qui permet aujourd'hui en tant que juif, je ne vais pas nier les actes antisémites parce qu'il y en a. Et le SPC juif a un travail formidable de recensement avec le ministère de l'Intérieur. Il y a des actes, même s'ils sont en baisse, mais la violence est en hausse. Le nombre d'actes violents. Donc l'antisémitisme existe, mais il a toujours existé. J'ai envie de dire, malheureusement, il existera toujours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter au maximum. Mais la France a été quand même le seul pays au monde, l'année dernière, où les actes antisémites ont baissé. Donc, je le dis souvent, lorsque des personnes me disent qu'il faut partir en Israël parce qu'on a peur, si vous partez pour la sécurité en Israël et pas pour un idéal, vous serez très très vite déçus. Ce qu'il faut, c'est continuer à vivre son judaïsme en France, qui permet ces traditions, qui permet de respecter les traditions. Lorsque, en 2013, le Conseil de l'Europe avait écrit un rapport qui était le rapport Utrecht contre la circoncision, immédiatement le président Hollande a écrit une lettre pour rassurer la communauté juive, pour dire qu'il n'y aurait pas d'attaque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque sur la shrita, la brit mila, que c'est au niveau européen. On a un pays qui l'a interdit, c'est la Slovénie depuis quelques années, la brit mila par exemple.
Donc actuellement, c'est l'Islande avec un projet de loi. Donc il faudra toujours se battre. Mais on sait que ces combats valent la peine parce qu'on continuera en tant que juifs à vivre notre judaïsme et être des citoyens exemplaires. Moshe Lewin, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que le jeudi 22 février à 19h30, eh bien, on aura le plaisir de vous retrouver à la Bnei Brit, loge Louis Kahn, qui se situe au 22 Place aux Huiles, dans le 1er arrondissement à Marseille, pour votre livre « Des Juifs engagés dans la nation, l'histoire de l'aumônerie israélite des armées » que l'on peut retrouver aux éditions Transmettre. Je vous remercie infiniment, Moshe Lewin, et en tout cas, vous nous avez apporté un petit peu de chaleur d'Afrique du Sud parce qu'à Marseille, en ce moment, il fait super froid, je dois vous l'avouer. Nous avons 32 degrés avec un ciel bleu incroyable. Aïe, aïe, aïe. Nous rentrons ce soir. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon courage pour votre retour à Paris. Merci beaucoup et ça sera un véritable plaisir d'être chez vous à Marseille, dans cette belle communauté, cette belle ville de Marseille. Merci infiniment, au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benaros. CRIF Mag est terminé pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et au même endroit. Bonne soirée.